Je ne suis pas né d'hier. J'ai voyagé, rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous croyez que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit. Certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Comme cet homme qui est tombé du 47e étage d'un gratte-ciel de New York et qui a survécu. Qu'en est-il de ces mystérieux blocs de glace de la taille d'un ballon qui tombent du ciel et fracassent des maisons? Et cette étrange histoire où 7 pieds démembrés se sont échoués sur les plages de Vancouver dans des chaussures de sport. C'est un monde bizarre. Et j'adore ça. « 7 décembre 2007. Les New-Yorkais sont témoins d'un des accidents les plus étranges de leur histoire. J'ai regardé là-haut et je me suis dit que c'était tout simplement impossible. C'est à n'y rien comprendre. Un accident tragique dont le dénouement défie la raison. Écoutez bien. Notre vie est régie par des lois qu'on doit observer et qui guident notre conduite. Mais ces règles ne nous empêchent pas de faire ce qu'on veut. Il en va autrement pour la science. Prenez par exemple la physique. Il y a certaines lois de la physique qu'on ne peut pas réfuter. Des faits qu'on tient pour acquis. La loi de la gravité ne laisse pas vraiment place à l'interprétation, n'est-ce pas? Noël approche à grands pas. C'est une période de réjouissance pour tous les New-Yorkais, y compris pour les frères Alcides et Edgar Moreno. Pour eux, le 7 décembre est une journée de travail comme les autres. Mais leur travail est loin d'être banal. À des dizaines de mètres au-dessus des rues de la ville, Alcides et Edgar font un travail à donner la chair de poule. Ce sont des laveurs de vitres de gratte-ciel. Les laveurs de vitres que j'ai rencontrés semblent aimer leur travail. Ils peuvent profiter du lever du soleil chaque matin. Ils ont choisi de faire ce travail et ils l'aiment. Aujourd'hui, les deux frères laveront les vitres des résidences solo de la 66e rue Est, une tour de verre de près de 120 mètres. Sur le toit, ils se préparent à mettre en marche la plateforme qui les tiendra suspendus le long de l'immeuble pendant qu'ils travaillent. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'elle comporte une sérieuse défaillance et qu'ils sont sur le point d'être victimes d'un terrible et spectaculaire accident. Les deux laveurs de vitres se préparaient à monter sur la plateforme. Ils avaient apporté tout leur matériel sur le toit, un seau d'eau chaude, des racloirs. L'équipement était chargé sur un chariot mécanique qui devait les maintenir en place. Les photos de cette journée montrent que les frères avaient déposé leur goûter avant de positionner la plateforme. Elle fait environ 7 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur. Elle est conçue pour accueillir 2 ouvriers. Ils ont positionné le chariot et sont montés sur la plateforme. Quand ils sont montés sur la plateforme, elle a immédiatement cédé. J'ai vu l'impact. Une foule de gens se pressait aux abords de l'immeuble en hurlant et en pointant du doigt. Kevin Dillon, inspecteur de la sécurité de l'État de New York, arrive sur la scène et est témoin du massacre. Il y avait des débris partout sur les lieux de l'accident. Et il y avait du sang. Edgar Moreno, 38 ans, meurt sur le coup. Mais l'ambulancier Gary Smiley fait une découverte inattendue parmi les débris.
On est allé inspecter les débris car on nous a dit qu'il y avait un homme là-dessous, alors on s'est mis à fouiller. Quand je l'ai aperçu, il était assis, les bras autour de la poitrine. Je me suis approché et il a poussé un soupir. C'est là qu'on a réalisé que cet homme était toujours en vie. Je me souviens d'avoir regardé là-haut avec les autres en me disant que c'était tout simplement impossible. Dans les minutes qui suivent, Alcides est en route vers l'hôpital. Il a les côtes et les jambes cassées et est gravement atteint à la moelle épinière. Mais seulement 2 semaines plus tard, le jour de Noël, I don't know what adjective you'd care to use. Unprecedented, extraordinary. If you are a believer in miracles, this would be one. Alcides offre à sa femme le plus beau cadeau qui soit. Il parle pour la première fois depuis l'accident. Sa convalescence sera extrêmement rapide. I don't know what to tell you. I'm still in shock. Je suis ambulancier à New York depuis près de 25 ans et je n'ai jamais vu personne survivre à une chute d'une telle hauteur. C'est incroyable. Je crois qu'Alcides a un ange gardien. Il est pratiquement impossible de survivre à une chute de plus de 100 mètres. Les chances doivent être d'1 sur 1 million, voire 1 milliard. Je n'arrive pas à m'expliquer ce qui a pu le sauver. Même pour New York, c'est inusité. Pensez-y un instant. Ma maison doit faire 5 mètres de haut. Même une chute de mon toit pourrait être fatale. Alors, imaginez si elle avait 100 mètres de haut. Comment peut-on survivre à une chute de 47 étages? La chute a sans doute duré moins de 5 secondes. Quelque chose d'extraordinaire a dû se produire pendant ce temps. Mais quoi? Essayons de résoudre ce mystère en apparence impossible en remontant les faits. C'est là-haut que les inspecteurs ont découvert que la cause de l'accident était peut-être la clé du mystère entourant la survie d'Alcides Moreno. D'après les preuves recueillies sur les lieux de l'accident, la chute aurait été déclenchée par 2 erreurs simples, mais fatales. La première a été commise par les frères Moreno eux-mêmes. S'ils avaient respecté les règles de sécurité, ils auraient été attachés à leur harnais de sécurité et seraient restés suspendus sur le flanc de l'immeuble. Pourquoi les frères Moreno n'ont-ils pas été retenus par leur harnais? C'est simple. Ils n'en portaient pas. Le deuxième élément fatal tient à l'assemblage de la structure. La plateforme était soutenue par des câbles reliés à des bras, juste au-dessus. Ce système de cordes était le seul mécanisme fixant la plateforme à la structure de l'immeuble. En analysant les photos des débris, l'agent Richard Mendelson du département du travail des États-Unis découvre pourquoi le chariot a cédé. Voici la photo d'une des attaches découvertes sur les lieux de l'accident. Ce sont les attaches qui auraient dû maintenir le câble en place. Étonnamment, ces 2 minuscules pinces sont conçues pour soutenir le poids d'une plateforme de 700 kg et des ouvriers qui s'y trouvent. La plateforme est tombée parce que les attaches n'étaient pas fixées correctement. Comme elles n'étaient pas assez serrées, le poids des 2 frères qui ont pris place sur le chariot a suffi à provoquer la chute de la plateforme. D'après ce qu'on sait, les 2 attaches auraient cédé au même moment. Ainsi, la plateforme serait tombée à l'horizontale et les 2 hommes seraient restés à bord jusqu'à ce qu'elle percute la rue. C'est ici que la science entre en jeu. Le professeur et physicien Brian Schwartz a étudié cette chute sous tous ses angles et croit que la plateforme a joué un rôle dans la survie d'Alcides en ralentissant sa chute. C'est un dénouement improbable. Si l'accident survenait de nouveau, ses chances de survie seraient pratiquement nulles. La plateforme avait une surface de 5 mètres carrés, ce qui constitue une force résistante importante et a permis de réduire la vitesse d'environ 80 km/h. Récapitulons. Quand un objet tombe, la résistance de l'air le pousse dans la direction opposée à la force de la gravité. Si les hommes n'avaient pas été sur la plateforme,
ils auraient heurté le sol à environ 180 km/h. Mais puisque la force de résistance agissait contre la plateforme, ils ont été ralentis à environ 100 km/h. Vous me suivez? 100 km/h, c'est mieux que 180, mais c'est une vitesse fatale dans la plupart des cas. Le fait qu'Alcides soit resté sur la plateforme ne suffit pas à expliquer qu'il ait eu la vie sauve. Qu'en est-il de l'atterrissage? Est-ce que, par un étrange coup du sort, quelque chose a pu ralentir la chute d'Alcides assez pour lui sauver la vie? La plateforme aurait-elle quelque chose à y voir? Étonnant mais vrai, le laveur de vitres de gratte-ciel, Alcides Moreno, survit miraculeusement à une chute de 47 étages d'un immeuble de New York. Mais comment? Tandis que les enquêteurs étudient les preuves, ils font une découverte encore plus étonnante. Un concours de circonstances de dernière minute aurait amorti la chute d'Alcides. On peut voir des marques de bris sur le parapet d'une fenêtre et une longue marque sur la façade de l'immeuble. On croit que le côté de la plateforme a heurté l'immeuble situé juste à côté. Personne ne sait hors de tout doute si c'est au moment de l'impact qu'Edgar Moreno a été éjecté de la plateforme et tué. Ce que l'on sait, c'est qu'Alcides est resté sur la plateforme et que sa chute a été freinée dans les derniers moments de la descente. La chute est survenue de façon telle que les côtés du chariot ont percuté l'immeuble voisin, ce qui a considérablement ralenti et atténué la chute au lieu de propulser la plateforme directement au sol. Après avoir heurté un parapet, la plateforme percute le mur d'un immeuble voisin et se replie sur elle-même, ralentissant la chute et sauvant la vie d'Alcides. Quand la plateforme a heurté le mur de l'immeuble voisin, elle s'est pliée en forme de V, exactement à l'endroit où Alcides se trouvait lors de l'impact. Mais comment a-t-il pu avoir la vie sauve? J'adore les courses de NASCAR. Quand j'étais petit, on regardait en famille ces horribles accidents où les voitures font des tonneaux et s'enflamment. Puis, tout à coup, on voyait le pilote se détacher et sortir indemne des flammes. Je me demande encore comment les pilotes pouvaient survivre à ces accidents. À mon avis, c'est exactement le même phénomène. La plateforme s'est repliée sur lui et a formé une espèce de cage protectrice. La plateforme a agi comme un ressort en absorbant la chute. Quelle ironie. La plateforme à l'origine de l'accident a protégé Alcides d'une mort certaine. Mais ce n'est pas tout. La position d'Alcides y est aussi pour quelque chose. La force de l'impact a été absorbée par tout son corps, de sorte que l'impact sur chaque partie de son corps a été moindre que s'il était tombé tête première ou sur les pieds. 47 étages de câbles et de cordes ont atterri près de la plateforme. C'était un véritable champ de bataille. On aurait dit que quelqu'un avait placé son corps en plein milieu de tout ça, dans la seule position où on était susceptible de le retrouver en vie. Voilà la dernière pièce de cet incroyable casse-tête. Contre toute attente, un étrange concours de circonstances a sauvé la vie de ce laveur de vitres. Les amis et la famille d'Alcides croient que c'est un miracle s'il est en vie. Si un miracle est synonyme de coup de chance inouï, alors peut-être. Mais c'est aussi grâce à l'extraordinaire dynamique des forces de la physique. J'adore la physique. Inutile de me dire que le monde dans lequel on vit est parsemé de dangers. Chaque fois qu'on sort, on fait face à mille et une façons de connaître une fin tragique. Mais on n'est nulle part si bien que chez soi. Pas vrai? C'est du moins ce que je croyais.
Mais les temps ont bien changé. De nos jours, personne n'est à l'abri d'un mystérieux assaillant susceptible de frapper à la maison à tout moment. Partout dans le monde, des objets non identifiés tombent du ciel par de belles journées ensoleillées, entraînant des conséquences destructrices et potentiellement mortelles. Nous sommes dans le village paisible de Brush, au Colorado. Donald Hagen était dans le confort de son foyer quand elle a été attaquée. Voilà ma maison. Ce samedi-là, ma fille et moi nous sommes levés et avons relaxé comme tous les samedis matins. Je suis allée m'asseoir à l'ordinateur, juste à côté de la cuisine. Je me réveillais tranquillement en buvant un café. En toute quiétude chez elle, Donald ne se doute pas que sa matinée prendra une toute autre tournure. Une tournure des plus bizarres et terrifiantes. J'étais à environ 1 mètre de la cuisine quand j'ai entendu un bruit d'explosion. Je m'attendais à voir quelque chose d'horrible en regardant dehors. Je me suis retournée vers la cuisine et elle avait été entièrement détruite. Des poutres pendaient et le plafond était défoncé. C'était incroyable. J'étais sous le choc. J'étais trop abasourdie pour avoir peur. Tout de suite après l'incident, j'étais trop sous le choc pour avoir peur, mais ma fille était hystérique. Elle est arrivée en criant et en pleurant. Elle voulait sortir de là au plus vite. Je ne savais pas si la maison était sécuritaire, ni ce qui avait causé l'explosion, et encore moins si ça se reproduirait. J'étais bouche bée. Je ne savais pas du tout comment réagir. Donald croit d'abord qu'une conduite de gaz a explosé. Mais c'est à la suite de l'inspection des dommages que l'on découvre la cause invraisemblable du sinistre. On m'a dit qu'il n'y avait pas eu d'explosion, mais que quelque chose avait percuté la maison. En fouillant, on a trouvé un énorme bloc de glace de la taille d'une boule de quille. Une boule de glace d'une dizaine de kilos venait de s'écraser sur la maison de Donald. Quand j'ai vu le bloc de glace, je n'ai pas tout de suite fait le lien. Je trouvais étrange qu'il y ait de la glace dans les débris de la cuisine, mais je n'ai pas réagi. C'est quand les pompiers et le type de la compagnie de gaz sont arrivés que j'ai commencé à comprendre. De la glace? On adore la glace. On patine dessus. On en met dans nos boissons. On s'en sert pour soulager les muscles endoloris. Mais ce n'était pas ce type de glace. C'était un fragment de cette taille, pesant près de 10 kilos. Imaginez qu'il passe à travers votre toit. D'où peut bien venir un bloc de glace de cette taille? Aussi gros qu'un ballon de basketball. Un lancer franc de Shaquille O'Neal? Impossible de répondre moi-même à cette question. Des chercheurs de la Texas Tech University vont tenter de déterminer les dommages que peut occasionner un bloc de glace. Comment? À l'aide d'un énorme canon. Aujourd'hui, on va tirer de la glace. Intéressant. Allons-y. Le premier test consistera à propulser un bloc de glace de 2 kg à sa vitesse terminale, soit la vitesse de chute la plus rapide qu'un objet peut atteindre. Pour un objet de 2 kg, la vitesse terminale est d'environ 180 km/h. On reproduira ainsi la vitesse de chute d'une boule de glace grosse comme un melon, tombant d'environ 600 mètres. Attention, 3, 2, 1... Incroyable. Le bloc l'a transpercé comme une balle. Revoyons la scène au ralenti. J'ai toujours rêvé de dire ça. On sait maintenant qu'un bloc de glace
peut défoncer le toit d'une maison, mais cela n'a rien de comparable aux dégâts causés par celui qui a percuté la maison de Donnell. On estime qu'un bloc de la taille de celui qui a traversé le toit de Donnell se déplaçait à une vitesse terminale d'environ 240 km/h. Mais ce test n'est qu'à demi concluant, car on ne connaît pas la hauteur de laquelle est tombé le bloc de glace. Pour le savoir, il nous faudra plus d'indices. La première cause que l'on pourrait être tenté de suspecter est la grêle. Les gouttelettes d'eau gelée qui se forment lors des orages, à près de 21 000 mètres d'altitude, sont reconnues pour causer de sérieux dommages. Comme en 2007, à Edmonton, au Canada, où des grêlons de la taille de balles de baseball se sont abattus sur un secteur résidentiel. À plus de 1000 km de là, le ciel de Vancouver n'avait rien d'orageux, lorsqu'un énorme bloc de glace est tombé dans le quartier de Chris Drab en 2009. C'est sans aucun doute la chose la plus étrange et fascinante que j'ai vue de ma vie. C'était un vendredi après-midi chaud et ensoleillé. Je tondais le gazon quand j'ai entendu un bruit sourd, comme un tir d'obus ou un coup de tonnerre. J'ai regardé vers le ciel et j'ai vu quelque chose tomber à vitesse grand V. Ça venait vers moi et ça ressemblait à un gros fragment de roche, suivi d'une traînée de débris ou de fumée. Je ne comprenais pas. C'était ensoleillé et chaud. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Comme dans le cas de Daniel Hagen, la bombe de glace dont parle Drab semblait venir de nulle part, par un bel après-midi calme et ensoleillé. Ça ne pouvait donc pas être de la grêle. De plus en plus bizarre. Alors, d'où peut bien venir cette glace? Voici une piste. La maison de Donnell est située sous le couloir aérien d'un grand aéroport. Coïncidence? Le secteur de l'aviation serait-il responsable de ces mystérieuses bombes de glace? Comme l'explique le pilote professionnel Stuart McCaskill, le secteur de l'aviation connaît ses propres problèmes de glace. Plusieurs accidents sont survenus à cause de la glace. La formation de givre est l'une des principales préoccupations de tout pilote. La glace se forme sur les avions de deux façons, au sol et en vol. Le givre en vol se forme lorsqu'un avion passe à travers un nuage formé de gouttelettes glacées qui gèlent sur le coup de l'impact. La glace se forme au contact de gouttelettes d'eau glacée. Elle ne s'accumule pas uniformément sur les ailes, ce qui provoque l'instabilité aérodynamique de l'appareil. C'est comme si la glace freinait la portance de l'avion. Nul doute que la glace peut causer d'importants problèmes. C'est pourquoi l'industrie de l'aviation a mis au point de l'équipement anti-givrage de pointe. On s'est penché sur la roue et sur l'aile. Désolé, j'ai le nez qui brille. Mais y a-t-il un endroit où on n'a pas encore regardé? Oh non. Qu'en est-il de la légende urbaine, voulant que les avions déchargent le contenu de leurs toilettes en plein vol? Le bloc de glace de 10 kilos, qui a démoli la cuisine de Daniel Hagen, pourrait-il provenir des toilettes d'un avion de ligne qui passait par là? Ça fonctionne exactement comme dans un véhicule récréatif. Voici le panneau d'accès à la cuvette des toilettes qui permet de la vider une fois au sol. Il n'est pas accessible en vol. Et s'il advenait que le contenu s'échappe, il serait minuscule et ne pourrait certainement pas donner naissance à un bloc de glace.
Je ne vois vraiment pas comment un bloc de cette taille aurait pu se former sur un avion et se détacher ensuite pour tomber sur Terre. Je ne vois pas comment cela aurait pu se produire. Ça donne froid dans le dos. Si ce n'est pas de la grêle, et que ça ne vient pas d'un avion, peut-être devrait-on chercher ailleurs la cause de ces bombes de glace. Le coupable pourrait-il être dans l'espace? Prenez les comètes. Elles sont faites de roches, de poussière, de gaz gelé et bien sûr de glace. La glace se vaporise pour former une queue lorsqu'elles approchent du Soleil. Le plus inquiétant, elles entrent parfois en collision avec les planètes, comme en 1994, lorsqu'un fragment de la comète P. Shoemaker-Levy 9 est entré en collision avec Jupiter, dégageant une incroyable énergie, équivalente à 6 millions de mégatonnes de dynamite. Mais comme l'explique l'astronome Robert Stansel, la Terre a un système de défense naturel contre ce type de catastrophe. On croit que les comètes qui entrent dans l'atmosphère de la Terre se réchauffent tellement vite que 99,9% de leur masse se vaporise avant de percuter le sol. La boule de glace qui a détruit la cuisine de Donald Hagen pourrait-elle provenir d'une comète? Pour qu'un bloc de glace se rende ici avec la taille d'un ballon de basket, il aurait dû être immensément plus gros au départ. C'est le problème. Le ciel est sous observation constante. Alors, comment une comète filant à 260 km/h, suivie d'une traînée de fumée, aurait-elle pu passer inaperçue? C'est insensé. Ce n'est pas de la grêle, ça ne vient pas d'un avion, ni de la cuvette, et ça ne vient pas de l'espace. Qu'est-ce que ça peut bien être? Voici le météorologue David Jones. Sa théorie repose sur un tout nouveau phénomène météorologique dont personne n'est à l'abri. Ils ne sont pas cosmiques et ne proviennent pas de l'espace. On croit que ces énormes blocs de glace se forment à haute altitude dans l'atmosphère, au-delà des phénomènes météorologiques courants. D'accord. Laissez-moi vous donner un petit cours de science 101. Selon David Jones, c'est ici, à la limite de la zone chaude et humide de la troposphère et de la zone froide de la stratosphère, que les cristaux de glace se forment. Les vents causés par la rencontre de l'air chaud et froid créent une zone de violente turbulence, assez forte pour maintenir les boules de glace en suspens pendant qu'elles se forment. Les cristaux se forment grâce à la turbulence, et l'air humide leur permet de grossir, un peu comme les grêlons, jusqu'à ce que les vents n'arrivent plus à les soutenir et qu'ils s'écrasent au sol. Attendez un peu. Et comment appelle-t-on ces blocs de glace mutants? Des méga-cryomata? Désolé. C'est à cause de l'avion. Ça ira. Comment appelle-t-on ces monstres de glace? Des Méga-cryométéorites. Méga pour gros, cryo pour glace, et météorite pour d'origine atmosphérique. Le plus inquiétant, c'est que le nombre d'incidents dus à ces méga-cryométéorites est en hausse. En 2007, un résident de Tampa, en Floride, bichonnait sa Ford Mustang quand elle a soudainement été percutée par un bloc de glace de la taille d'un ballon. Aïe! L'impact a été si violent que le toit a été complètement aplati et la voiture sport a bondi à 1 mètre du sol. Depuis 1950, une centaine d'incidents impliquant des fragments de glace tombés du ciel ont été rapportés et confirmés. Depuis environ 2001 seulement, plus d'une cinquantaine d'incidents ont été rapportés. D'après de nombreux scientifiques, les méga-cryométéorites pourraient être une autre conséquence du réchauffement climatique et du surplus d'air chaud qui atteint la stratosphère. Impossible de prédire si ce drôle de phénomène prendra de l'ampleur dans l'avenir. Que la théorie des méga-cryométéorites soit vraie ou non, une chose est sûre. Vous feriez mieux de garder un œil sur le ciel.
car vous pourriez être surpris. Et moi aussi. Certaines personnes aiment aller à la plage, pas moi. Je préfère la piscine. Je déteste la nettoyer, mais j'aime nager. Et pensez à toutes ces créatures visqueuses et dangereuses que recèle l'océan, aux égouts et aux ordures qu'on y rejette. Saviez-vous qu'il y a près de 45 000 morceaux de plastique dans chaque 3 km² d'océan? La prochaine histoire concerne les débris les plus sinistres et mystérieux jamais échoués sur les plages de l'Amérique du Nord. Vancouver, en Colombie-Britannique, célèbre partout dans le monde pour les Jeux olympiques d'hiver de 2010, et tristement célèbre pour cette série de découvertes macabres. Le 20 août 2007, à Jedediah Island, une jeune fille fait une macabre découverte en prenant une marche sur la plage. Le 12 novembre 2008, un couple promène son chien tout près de Richmond, en Colombie-Britannique, et fait une découverte tout aussi horrible. J'ai vu une chaussure de sport échouer sur un rocher. J'ai eu un drôle de sentiment. Quelque chose me disait d'aller voir de plus près. Sa curiosité se transforme en peur quand elle regarde à l'intérieur. Il y avait décidément quelque chose, mais je ne voyais pas quoi. La chaussure était plutôt en bonne condition. En regardant de plus près, j'ai cru que c'était une vulgaire chaussette de sport, mais il y avait bel et bien un os à l'intérieur. Et c'est ici que ça se gâte. Car ce n'étaient pas des restes d'animaux, c'était un pied humain. Voyons voir. 2 plages de Vancouver et 2 pieds non apparentés. Une découverte choquante, certes, mais pas si étonnante à en croire la police. Plusieurs cours d'eau entourent la région de Vancouver. Alors il n'est pas si étonnant de retrouver des restes humains de toutes sortes échoués sur les plages. Ces 2 pieds ne sont que le début. Et tandis que d'autres chaussures sont découvertes, la nouvelle sème rapidement la crainte dans la région. The left foot was spotted Monday morning floating in the waters off Westham Island. The kind of case you could see in a crime show on television, but it's happening right now in the Gulf Islands. Après les 6e et 7e pieds, ça nous a semblé plutôt inhabituel. Bien sûr, un certain nombre de théories nous ont été soumises par le public sur notre site web. Tout le monde était très curieux de connaître le fond de l'histoire. En un peu plus d'1 an, 7 pieds sont retrouvés sur les plages des environs de Vancouver. 5 pieds droits et 2 pieds gauches, portant tous des chaussures de sport. Les médias l'appellent le cas des pieds manquants. Pendant ce temps, la police et la criminologue Gail Anderson tentent de découvrir à qui appartiennent les pieds en décomposition. On a l'ADN de tous les pieds découverts. Le problème, c'est qu'il ne correspond à personne. L'ADN à elle seule ne révèle rien. C'est comme un code à barres. Voilà le problème. Sans les corps, impossible d'identifier les victimes. Au moins, l'analyse de l'ADN fournit quelques pistes. Nous avons établi que les 3e et 5e pieds correspondaient et que les 4e et 6e pieds formaient aussi une paire. Mais on ne sait toujours pas à qui ces pieds appartiennent. Le cas des pieds manquants. J'ai des frissons rien que d'y penser. D'où viennent ces 7 chaussures? Et à qui appartiennent ces pieds?
Partout dans le monde, des journalistes, scientifiques, blogueurs et détectives amateurs y vont de leurs théories. Des employés de salons funéraires qui jettent les corps à la mer? Un coup monté tordu, réalisé par des étudiants en médecine? Ou est-ce l'œuvre d'un autre meurtrier en série de Vancouver? Oui, j'ai bien dit un autre. Certains ont cru qu'il s'agissait d'un autre tueur en série. En 2007, Robert Pickton est condamné pour le meurtre de 6 femmes de Vancouver et accusé du meurtre de 20 autres. Aurait-il quelque chose à voir avec ses pieds? Si les pieds avaient été coupés par un tueur en série, les signes d'un tel acte auraient été visibles pour des experts légistes, comme le coroner Jeff Dolan. Que la séparation des membres soit naturelle ou volontaire, les experts procèdent à des analyses qui leur permettent de déterminer comment exactement l'os a pu se détacher du reste du corps. Les conclusions de l'équipe sont surprenantes. Rien ne laisse croire que ces os ont été séparés mécaniquement. Ils se sont détachés naturellement à l'articulation. Si les pieds n'ont pas été séparés intentionnellement, que s'est-il passé? Gail Anderson croit avoir la réponse grâce aux expériences qu'il réalise sur les corps submergés en décomposition. Voici Venus, le Victoria Experimental Network Under the Sea. Il permet d'étudier la décomposition des corps sous l'eau et les organismes qui s'en nourrissent. Quand un corps échoue sur le rivage, on l'examine pour voir si les marques qu'il porte sont normales, relèvent d'un acte criminel ou sont causées naturellement par la faune locale. Plutôt que de jeter un cadavre de plus à la mer, Gail Anderson utilise des cochons. Les carcasses de cochons se décomposent de manière très similaire à celle des humains. Les animaux terrestres et aquatiques s'en nourrissent exactement comme ils le font avec un corps humain. C'est pourquoi on les utilise dans nos expériences. Ils permettent de mieux comprendre ce qui a pu arriver dans le cas d'un humain. D'après Mme Anderson, la mer est un lieu très inhospitalier pour les corps. Grâce à Venus, on peut observer la décomposition en direct, particulièrement le travail des crabes et des petits homards. Une fois que la chair se décompose, le corps se démembre très rapidement. Un processus macabre appelé désarticulation. Les poignets et les chevilles sont faits de très petits os, alors ils se désarticulent très facilement par eux-mêmes. Bien. Si le processus de décomposition sous-marine amène les parties du corps à se désarticuler, alors pourquoi seulement des pieds ont-ils été retrouvés sur les plages de la Colombie-Britannique? Pourquoi pas des mains? Ou même des têtes? La réponse se trouve peut-être dans la chaussure elle-même. Les pieds découverts portaient des chaussures de course. Si vous lancez une chaussure de sport dans la piscine, elle flotte, car elle a une flottabilité positive. C'est sans doute ce qui explique qu'on ait retrouvé des pieds et non le reste du corps. Très bien. On sait que les pieds se détachent naturellement quand le corps se décompose. On sait également pourquoi on ne retrouve que les pieds. Mais reste encore à savoir d'où viennent les 7 pieds. En un peu plus d'un an, 7 pieds démembrés se sont échoués sur les plages des environs de Vancouver. La police de Vancouver sait qu'ils n'ont pas été sciés et qu'ils ont flotté jusqu'au rivage grâce aux chaussures. Mais l'origine de ces pieds reste un mystère. Plusieurs ont cru qu'ils appartenaient à des victimes du tsunami de 2004 en Asie. Une théorie appuyée par le fait qu'une de ces chaussures était seulement vendue en Inde en 2003. On a reçu des appels, des courriels et des lettres de personnes ayant perdu des membres de leur famille dans le tsunami. Ça me semble plausible, mais d'après l'océanographe Eddie Carmack, la théorie du tsunami coule à pic. Les océans forment un système de courants de surface appelé tourbillons marins. L'eau circule autour de ces tourbillons en orbite, et les particules portées par ces courants peuvent parcourir de très longues distances. Il est peu probable que ces pieds proviennent de l'océan Indien.
Les courants océaniques ne suivent pas une trajectoire directe et précise. Si un objet avait dérivé d'aussi loin, ça lui aurait pris bien plus qu'une décennie pour se rendre ici. Puisque le premier pied a été découvert tout juste 3 ans après le tsunami, les enquêteurs doivent trouver une autre explication et se tournent vers l'écrasement d'un petit avion au large de la Colombie-Britannique. Jusqu'à maintenant, seul un passager a été retrouvé. Les autres sont toujours portés disparus. Quand les pieds ont été découverts, on croyait être sur la bonne piste. Mais ces espoirs sont rapidement vains. Les tests d'ADN révèlent que les pieds n'appartiennent à aucune des victimes de l'écrasement. La recherche d'indices, même à l'étranger, échoue. Les pieds ne peuvent appartenir aux victimes du tsunami, car ils n'ont pu parcourir une telle distance. Et peut-être que la réponse se trouve sous nos yeux. Les explications se faisant de plus en plus rares, Eddie Carmack croit que les pieds viennent peut-être de tout près. Et il a une façon originale de le montrer. J'ai ici une vieille chaussure de sport recyclée. J'ai placé un système GPS par satellite à l'intérieur et j'ai ajusté la flottabilité. Si je la lance à l'eau, elle devrait suivre de près la trajectoire d'une chaussure à la dérive. En lançant à l'eau des chaussures de différents endroits autour de Vancouver et en les suivant à l'aide d'un GPS, Eddie croit avoir découvert le courant qui a poussé les chaussures sur la berge. Voici le pont Alex Fraser. Le fleuve Fraser coule de gauche à droite vers l'océan. 3 chaussures ont été découvertes sur les îles en aval, à l'embouchure du fleuve. Le trajet correspond donc au courant du fleuve. Il semble que le fleuve, et non l'océan, soit la source des chaussures. Mais les enquêteurs n'en savent pas plus et commencent à désespérer. On a publié les photos des chaussures dans l'espoir que quelqu'un les reconnaisse et nous aide à identifier leurs propriétaires. Cette stratégie semble hasardeuse, mais porte ses fruits. Le premier pied découvert à Jedediah Island le 20 août 2007 a été identifié comme appartenant à un homme de la vallée du Bas-Fraser, porté disparu depuis un moment. Il a été vu pour la dernière fois dans une grande détresse psychologique. Tout à coup, alors qu'on s'y attendait le moins, une théorie est retenue pour expliquer la présence de pieds désarticulés, ne portant aucun signe de violence. Tous découverts dans le fleuve, à proximité d'un pont. Il pourrait s'agir de suicides, de personnes qui se sont jetées d'un pont. Notre base de données contient un certain nombre de personnes présumées mortes, dont seul le véhicule a été retrouvé garé sur un pont. Bien que la théorie du suicide soit la plus plausible, ce n'est encore qu'une théorie. Les enquêtes sont toujours ouvertes. Aucun cas n'a été résolu. On n'aurait jamais cru se retrouver avec 7 pieds. Seul le temps nous dira s'il y en aura un 8e. Finalement, il n'y a pas de réponse claire. Seulement plus de questions. Après 3 ans, 7 pieds et une foule de questions, le cas des pieds manquants demeure un mystère entier. Voilà 3 histoires plus étranges les unes que les autres, chacune accompagnée d'une théorie valable. Alcides Moreno a-t-il survécu à sa chute grâce à un concours de circonstances qui lui a sauvé la vie? Il semble que oui. Les bombes de glace qui tombent du ciel par beau temps seraient-elles une nouvelle conséquence du réchauffement climatique? Peut-être. Et trouverons-nous un jour une explication concluante dans l'affaire des pieds manquants de Vancouver? Qui sait? À la prochaine pour 3 nouvelles histoires. Plus bizarres les unes que les autres.